Alors autant vous dire que je m'attendais pas du tout à ce que mon épisode au sujet de l'écolalie puisse faire écho à autant de gens. Puisqu'on associait finalement assez facilement l'écolalie au fait de répéter directement et pas forcément cette écolalie différée qui viendrait à l'idée de replacer dans un autre temps une phrase qu'on a entendue auparavant mais qu'on reprononcerait vraiment texto de la même manière. Et à ce sujet, une neuropsychologue avec qui je suis souvent en lien m'a dit qu'elle rajouterait même en fait la question de la cohérence centrale. Pour rappel, la cohérence centrale, c'est cette espèce de fonction qu'on a tous et qui implique qu'on peut aborder les choses dans un ensemble, qu'on peut faire aussi des inférences. On constate dans l'autisme parfois une faiblesse de cohérence centrale, ce qui implique qu'il y a un focal qui va se fixer beaucoup plus sur des détails au détriment d'autres éléments qui permettraient d'avoir une approche beaucoup plus nuancée et une approche globale sur une situation. Si bien que dans le cadre de l'écolalie, en particulier différé, l'idée ce serait de sélectionner un élément qui est intervenu dans une situation sociale et de le répliquer à un autre moment quand la situation sociale est similaire à la précédente. Ce qui en soi est plutôt cohérent et rejoint volontiers une précédente vidéo que j'avais faite au sujet de la logique autiste, avec cette idée de créer des modèles. Et comme on va considérer que dans le TSA, dans l'autisme, on aura tendance à essayer de toujours mettre du sens, à repérer les logiques, repérer les cycles, de manière justement à rendre cohérent le monde qui nous entoure. On pourrait supposer que capter une phrase toute faite, par exemple, serait dans l'esprit de la personne autiste une façon de prélever l'élément qui, selon lui, fait sens. Et le répliquer dans d'autres espaces-temps serait une façon aussi de garantir toujours cette cohérence. Mais parmi les commentaires, une personne a évoqué l'écopraxie. L'écopraxie, ce serait l'équivalent de l'écolalie, sauf que ce ne sont plus des phrases, mais ce sont des mouvements et des gestes qui vont être observés chez les autres et qui vont être répliqués chez la personne autiste. Sachant que l'écopraxie, c'est pas l'apanage de l'autisme, tu vas le retrouver par exemple dans le syndrome de la Tourette. C'est vrai que là-dessus, je suis pas très calé. Alors, on parle de déficit cortical, de neurones miroirs qui expliquerait tout cela. Moi, je vais plutôt regarder la fonction dans l'économie générale de la personne. Pour ma part, j'ai pas l'impression que j'en fasse de l'écopraxie, puisque par exemple, je pourrais associer ça au fait de reprendre une démarche physique d'une personne. Or, on m'a toujours dit que j'avais une démarche particulière. En tout cas, si on associe l'écopraxie à un trouble, de fait comme une perturbation en fait, quelque chose qui ne rejoint pas une forme de normalité, n'empêche que ça vient rejoindre quelque chose qui me semble qu'on fait tous, à savoir imiter. Il me semble que c'est comme ça aussi que l'enfant apprend. Et si chez l'enfant de 0 à 3 ans, cela relève d'un processus a priori normal, peut-être que chez une personne TSA, là pour le coup, ce ne serait pas forcément normal puisque ça durerait et ça perdurerait dans le temps. C'est là que je vais partir peut-être en cacahuète dans mon raisonnement. Je vous rappelle que ça ne tient sur rien, c'est que des interprétations, des spéculations que je me permets de faire. Mais en fait, dans le monde du théâtre, notamment de l'impro, il y a un exercice qui se rapproche pas mal de cette idée d'écopraxie, même si elle va être exagérée. C'est souvent dans le cadre d'un exercice autour du clown. C'est-à-dire qu'on va proposer à une personne de marcher dans l'espace, une autre personne va venir en essayant d'exagérer un petit détail, un petit trait de la démarche. Une troisième personne va exagérer un nouveau trait, une quatrième personne en exagère une autre, etc., etc. De manière à avoir au départ une démarche qui est assez simple et qui finit dans un truc complètement dégingandé. Pourquoi je vous donne cet exemple? Tout simplement parce que moi, d'ordinaire, les clowns, j'aime pas trop. Ça me met mal à l'aise. Ils m'agacent. Parce que très souvent, ils apparaissent à toi sans te demander ton avis, très souvent sans filtre, et ils se présentent un peu comme une espèce de miroir exagéré, grossissant de toi-même. Pour moi, la rencontre avec un clown est en général effractante. En schématique, je vous dirais que j'ai peur des clowns. Mais il faut reconnaître quand même que le clown est un art qui dépasse largement le côté un peu drôlerie, guignol, absurde, puisque ce sont souvent de vrais sociologues qui vont pointer en quelque sorte les travers de notre société et de notre condition humaine. Mais finalement, la porte d'entrée, c'est de l'imitation. Si on se réfère justement à la sociologie de René Girard, eh ben, ce serait en fait ce qu'on pourrait appeler le mimésis. Selon lui, toute civilisation naît d'un meurtre
fondateur, d'un primo sacrifice. Et que dans les anciennes civilisations, c'était le sacrifice d'un bouc qu'on allait lâcher errant dans le désert qui permettait de ramener la paix dans la communauté. En clair, c'est le principe du bouc émissaire. Si on se pose la question pourquoi, en fait, très souvent dans les phénomènes de groupe, on va focaliser sur un objet extérieur qui finalement s'en prendra plein la gueule, ça n'a souvent aucun lien avec la personne en elle-même, celle qui est concernée, bien que le fait qu'elle ait des attributs physiques, corporels, sociaux, enfin comportementaux, viendrait justifier qu'elle soit prise pour cible. Mais ce qui fait qu'il y a cette hyper-focalisation à un moment donné sur un objet extérieur et que tout le monde soit d'accord là-dessus, c'est surtout en lien avec une quête de territoire, du moins le maintien de territoire personnel qu'il faut absolument préserver. Autrement dit, on imaginera que chacun a un territoire, un espace, et qu'il s'agit de protéger avant tout. Ce qui fait que si une communauté est régie peut-être par un objectif commun, à l'intérieur, il va y avoir des individualités qui veilleront toujours à la survie de leur propre territoire. Et selon l'anthropologue, il y a toujours un enjeu en lien avec ce qu'il va nommer le mimésis d'appropriation. C'est-à-dire que les humains ont tendance naturellement à s'imiter. Mais dans une logique de dualité des relations humaines, on observera toujours ce rapport dominant-dominé. Dans l'absolu, une relation n'est jamais équilibrée. En schématisant, on pourra parler du maître et de l'esclave. L'esclave, par essence, veut sortir de sa condition d'esclave et prendre la place du maître, mais le maître ira toujours faire en sorte de conserver sa position de maître, donc de maintenir l'esclave à sa place. Comme on est en permanence pris dans ces tensions-là, on trouvera toujours un objet extérieur sur lequel on pourra focaliser et qui permettra en fait d'anesthésier les tensions et de ramener la paix dans la communauté. Et René Girard explique surtout que les bases d'une civilisation ne sont pas en lien avec un projet commun, avec des aspirations, mais surtout un meurtre fondateur, un sacrifice originel. Peut-être que là vous vous dites, mais pourquoi il parle de ça? Je suis en train de me dire, si ça se trouve, le fait qu'une personne autiste ait un petit peu du mal à se sentir appartenir à un groupe, à se sentir pleinement reconnue pour ce qu'elle est, tient peut-être moins au fait qu'elle ait des particularités qui l'amènent à s'écarter de la normalité sociale que d'avoir peut-être une tendance naturelle à imiter. Et peut-être que dans le cadre de l'écopraxie, peut-être que ça, c'est quelque chose qui est capté par l'autre en face et qui, de façon instinctive, va l'amener à faire un mouvement de recul, parce que là, pour le coup, il sera peut-être ramené à des enjeux de survie de l'espèce, notamment de son propre territoire. Et ça, pour le coup, ça peut être en lien avec le côté cash, vous savez, le côté direct qu'on va parfois attribuer aux personnes autistes. Très souvent, tu peux être amené à dire ce que tu penses, mais tu te rends compte a posteriori et qu'il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense. Pour autant, à aucun moment, tu t'étais dit que ce que tu penses et le fait que ce soit nommé, ça puisse être attaquant, ça puisse être mal vécu. J'ai du mal à penser qu'il puisse y avoir une réelle intention de nuire et de déstabiliser l'autre. Sauf si éventuellement tu es pris par une grosse émotion et que tu as vraiment envie de faire chier. Mais dans ce cas de figure, on ne peut pas ramener forcément la théorie de la naïveté autistique. Non, je parle surtout de tous ces moments où tu as l'impression d'avoir mis les pieds dans le plat, d'avoir dit le truc qu'il fallait pas, ou sans le vouloir, tu vas faire intrusion dans les considérations de l'autre. Que finalement, sa réaction, son mouvement de recul, son rejet à ton endroit, ça tiendra surtout de sa propre sensibilité et de son rapport au monde, notamment la façon dont il appréhende sa propre trajectoire de vie. Mais en tout cas, ça vient direct le convoquer à la préservation de son propre territoire. Et en extrapolant, on en arrive au fait que, en soi, la personne autiste n'est pas problématique, mais c'est juste qu'elle fait face à un collectif où à l'intérieur grouille une multitude d'individualités, lesquelles individualités n'ont peut-être pas conscience de ce qui fait vraiment communauté. Que si on a inventé le langage, la communication, la culture, les codes sociaux, ça répondait surtout à un besoin de structuration du corps social, de façon à éviter qu'on s'entretue, puisque l'homme est d'abord pris par un besoin de protection de son propre territoire, qu'il est capable de vivre en collectif dès lors qu'on ne fasse pas ne serait-ce qu'une mini-intrusion dans son périmètre. Du coup, si vous êtes OK pour accepter ça, on en arrive à l'idée que l'écopraxie, comme tendance quasi instantanée et naturelle d'une personne autiste à imiter ce qu'il voit, va repousser l'autre dans ses limites et le ramener peut-être à ses instincts les plus grégaires. Si bien que le masking, le camouflage, si ça se trouve, c'est une stratégie qui est contre-productive, puisque ça te permet finalement de ne pas faire de vagues, mais tu te reprends le truc en boomerang. Tout simplement parce que les hommes ne peuvent pas vivre ensemble. En fait, plus ça va, plus j'ai du mal avec les collectifs de façon générale, plus j'ai l'impression que c'est impossible. Car inévitablement, dans un groupe, il y a nécessairement des deuils à faire, des concessions. J'ai du mal à me dire qu'on soit capable de tenir sur la durée et de ne pas mettre en avant ses intérêts individuels. Si ça se trouve, les personnes autistes sont des clowns, une espèce de miroir réfléchissant qui vient titiller l'autre aux endroits où il n'a pas envie. Et je clôturerai ma pensée perchée du jour avec une question. Et si la maladresse de l'autiste
n'était pas pour l'autre une invitation à s'attarder un petit peu sur son essentiel.